Cette semaine, dans Afrique, nous nous intéressons à Clément Ndotizo. Ce député centrafricain est ce qu'on appelle un repat, un expatrié revenu dans le pays malgré les crises. Retour sur ce phénomène. Nous nous plongeons ensuite dans le marché du jeu vidéo africain. Une industrie qui ne cesse de grandir et qui pèse déjà 310 millions de dollars sur le continent. Mais tout de suite, les titres de l'actualité. Un nouvel accord de paix entre le pouvoir centrafricain et les groupes armés qui contrôlent la majorité du territoire national a été signé mercredi à Bangui. Si les clauses de cet accord restent floues, cela relance l'espoir d'une fin prochaine des violences qui ravagent le pays. La plus éclatante reconnaissance que nous aurions exprimée à ceux qui ne cessent de nous appuyer, chers compatriotes, c'est de rentrer ensemble à Bangui pour la signature solennelle de l'accord et nous engager à le mettre en œuvre sans délai. La mise en œuvre de l'accord est d'ailleurs la principale incertitude. Depuis l'éclatement du conflit fin 2012, 7 accords de paix ont été signés sans que la stabilité ne revienne. Au moins 9 personnes sont mortes lundi dans un attentat à la voiture piégée dans le centre de Mogadiscio. Les Chebabs affiliés à Al-Qaïda ont revendiqué l'attaque. J'ai vu 7 cadavres, c'était des personnes que je connaissais. Je suis le propriétaire de cette boutique et comme vous pouvez le voir, ma boutique a été détruite par l'attentat à la voiture piégée. Au même moment, les islamistes radicaux somaliens ont abattu le directeur maltais du port de Bosaso, le plus important de la région semi-autonome du Puntland. Un assassinat visant un occidental, cible symbolique des terroristes de la région. Le meurtre de Paul aujourd'hui n'est pas seulement l'assassinat d'un directeur de port, c'est aussi un massacre contre la population du Puntland. Ce meurtre vise à mettre à mal le développement, l'économie et la réputation de l'État. Chassés de Mogadiscio en 2011, les Chebabs ont perdu l'essentiel de leur bastion. Ils contrôlent toujours néanmoins de vastes zones rurales d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats suicides. Cyril Ramaphosa a prononcé jeudi son discours à la nation. Si le président a tenu à défendre sa politique, il a aussi tenu à rassurer les investisseurs dans le pays et a annoncé la date des prochaines élections législatives fixées donc au 8 mai. Il y a un an, nous nous sommes engagés sur la voie de la croissance et du renouveau. Sortis d'une période d'incertitude et de perte de confiance, nous avons décidé de rompre avec tout ce qui nous divise, d'embrasser tout ce qui nous unit. Nous avons décidé de guérir notre pays des effets corrosifs de la corruption et de restaurer l'intégrité de nos institutions. Le président sud-africain est souvent présenté comme l'homme providentiel du pays depuis la démission de Jacob Zuma. En cas de victoire de l'ANC, empêtré dans les affaires de corruption, Cyril Ramaphosa est assuré d'être reconduit pour 5 ans à la tête du pays. Candidat malheureux à l'élection présidentielle, Martin Fayulu ne renonce pas. Après avoir saisi la Cour constitutionnelle, l'opposant politique a désormais fait appel à la Cour africaine des droits de l'homme pour réclamer la vérité des urnes. Ce alors que le président Félix Tshisekedi est déjà investi depuis 2 semaines. Je n'ai pas de problème personnel avec Félix Tshisekedi, c'est mon frère. C'est mon frère et frère. Donc je n'ai aucun problème avec lui. Ce n'est pas tant lui, c'est ceux qui l'ont nommé, ceux qui veulent aller contre la volonté du peuple. Donc pour moi, ce que je dis, il faut d'abord la vérité des urnes. Pour sa première visite à l'étranger en Angola dans son costume de chef d'État, Félix Tshisekedi a tenu à défendre sa victoire tant contestée, saluant une période de stabilité. Le Congo entre dans une période de stabilité par l'inauguration évidemment de l'alternance politique dans notre pays, chose que des générations entières n'ont jamais vécue. Vainqueur de la présidentielle avec plus de 38% des voix, Félix Tshisekedi a tendu la main à Martin Fayulu qu'il a qualifié de soldat du peuple. Ce dernier a rejeté toute possibilité d'une coalition avec l'actuel pouvoir. Les préparatifs se poursuivent au Sénégal en vue de l'élection présidentielle. Le premier tour du scrutin aura lieu le 24 février prochain. Le chef de l'État sortant, Macky Sall, est candidat à sa propre succession. Nous avons également acheminé tout le matériel de Dakar.
Donc toutes les sous-préfectures de Dakar ainsi que la préfecture de Dakar, de la région, donc de Dakar, toutes ces administrations ont reçu les différents kits qui concernent les bureaux de vote et les circonscriptions. Aujourd'hui, nous commençons le déploiement donc, des régions les plus éloignées. De retour dans le pays après 2 ans d'absence, l'ancien chef d'État Abdoulaye Wade a appelé au boycott de ces élections. Il estime que le scrutin est verrouillé par le pouvoir suite à l'invalidation des candidatures de son fils, Karim Wade, et du maire déchu de Dakar, Khalifa Sall, deux rivaux potentiels de Macky Sall. Sur son sidecar, Auguste se rend dans son exploitation agricole, près de la capitale centrafricaine. À Bangui, Clément Ndotizo poursuit ses investissements, en attendant la rentrée du Parlement, où il a été élu député. Quant à Faya Dred, il fait ses dernières répétitions avant un concert. Leur point commun, ce sont des répates, des Centrafricains, expatriés en France, qui ont décidé de rentrer à Bangui, malgré les crises qui secouent le pays. Moi, quand je rentrais, d'abord mes compatriotes à Paris me disaient « il est fou ce monsieur ». Fou, Clément Ndotizo ne l'est assurément pas. En France, son entreprise peinait à décoller. À Bangui, il a créé l'une des plus grosses sociétés du pays, avant d'être élu député. Dans son immense villa, il se félicite d'avoir fait le choix de rentrer. Aucun regret, parce que je vois ce qui se passe en France, avec les gilets jaunes et tout, vous voyez que j'ai vraiment fait un bon choix pour rentrer chez moi aujourd'hui. Dans son exploitation agricole, Auguste Ogoula arbore aussi un grand sourire. Il est revenu en 2008, en vacances, et n'est plus jamais reparti. C'est quand je suis arrivé que je me suis rendu compte des opportunités et de tout ce qu'on pouvait faire dans ce pays. Depuis son retour, Auguste a lancé un bar à concert, une boulangerie, ainsi qu'un bassin de pisciculture. Il aimerait que d'autres Africains fassent le choix du retour. On est en train de perdre beaucoup de talent et beaucoup de cerveau et de talent, je voudrais le dire comme ça, quoi. Beaucoup de gens que j'ai rencontrés là-bas qui étaient ici talentueux, qui se sont perdus dans la masse en Europe parce qu'il y a la concurrence est beaucoup plus évoluée. Il y a beaucoup plus de concurrence, je dirais, qu'il y a en Afrique. Une concurrence moins féroce et plus d'opportunités économiques. Voilà les raisons avancées par ceux qui ont choisi de retourner en Centrafrique. Une explication paradoxale que Faya Dred raconte dans ses chansons. C'est un jeu qui a mis l'Afrique sur la carte de l'industrie mondiale du jeu vidéo. Orion, l'héritage des Koryodan, a été entièrement réalisé au Cameroun par le studio Kiru Games, un exploit dans un pays où la formation est quasi inexistante. Montrer au monde un peu la culture africaine, mais aussi montrer au monde qu'en Afrique on peut faire quelque chose de qualité internationale. Parce qu'on ne s'est pas limité à simplement vouloir faire un jeu. On s'est dit qu'on devait faire un bon jeu qui serait reconnu internationalement en termes de qualité. Et ça a été le cas. Salué par les critiques, le jeu s'est vendu à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. Mais Orion reste une exception. Au Festival du jeu vidéo d'Abidjan fin novembre, les joueurs étaient au rendez-vous, mais pas les héros qui leur ressemblent. L'Afrique a une très belle histoire, mais on n'avait pas exploité cette histoire. Je trouve que le jeu vidéo, ça serait un domaine parfait pour pouvoir exploiter cette culture et cette histoire qu'on a là. Pour un jour donné à l'Afrique les jeux qu'elle mérite, les professionnels du continent commencent à coopérer. Ils se sont réunis lors de l'Africa Games Week au Cap, en Afrique du Sud, début décembre. Avec en ligne de mire notamment les téléphones portables. Qu'il est possible pour l'Afrique de pouvoir surfer sur les jeux mobiles parce qu'il y a du potentiel, il y a déjà un marché, il y a déjà une population qui est disponible et qui peut jouer sur ces téléphones-là. Moins cher à produire, ces jeux pourraient être l'avenir d'une industrie qui pèse déjà 310 millions de dollars en Afrique. Forte du succès de la première édition en 2018, les rencontres interculturelles du cirque d'Abidjan ont débuté mercredi. Ce deuxième volet a pour ambition la création d'une école de formation au cirque pour les jeunes talents africains. Ici, à Abidjan, il y a une idée de créer un centre de formation des arts du cirque qui répondrait à un grand besoin parce qu'il y a beaucoup de talents, mais il n'y a pas de centre de formation. Il y a très peu de centres de formation dans l'ensemble de l'Afrique, en fait. Donc, c'est un super beau projet. Nous, on est ici aussi pour évaluer s'il y a les conditions gagnantes pour créer un partenariat. Pendant 5 jours, une demi-douzaine de compagnies venues du Maroc, d'Éthiopie, d'Afrique du Sud, de France ou encore du Japon se produisent dans la capitale économique ivoirienne.
C'est tout pour cette édition d'Afrique, rendez-vous la semaine prochaine.